Et bonjour, lors de mon dernier épisode sur Run Disney, je vous ai brièvement parlé de Mineral King Valley et je profite du moment pour vous partager son histoire alors que je suis dans le Sequoia Lodge de Disneyland Paris, un endroit inspiré par le projet. Avant tout, qu'est-ce que le Mineral King? Eh bien, c'est une vallée glaciale et alpine située dans le comté de Tulare dans la région Sierra Nevada, le tout se retrouvant dans l'État de la Californie. Aujourd'hui, elle est comprise dans le parc national Sequoia, mais à l'époque, elle n'y était pas encore étant donné qu'on avait découvert une bonne concentration d'argent dans le sol et on y a ouvert une mine pour l'extraire. Et une mine dans un parc naturel protégé, disons que c'est contradictoire étant donné le désastre écologique, mais ce n'est pas le sujet. Par contre, le fait que la région ne soit pas protégée a permis dans les années 60 à Walt Disney de s'intéresser et considérer sérieusement le lieu comme futur site d'un complexe de divertissement et d'activités plein air nommé Skycrown, étant donné sa passion grandissante pour le ski. En plus, Walt a dit que la première fois qu'il a vu Mineral King en 1960, il a tout de suite pensé que c'était le lieu le plus magnifique qu'il a observé de toute sa vie et qu'il veut le garder exactement de cette manière. Bon, pour lui, de cette manière signifie avec un petit village alpin au pied des montagnes, et tout ça dans le but de conserver la beauté naturelle de la vallée. Mais il y en avait d'autres personnes qui voulaient aussi le garder de cette manière, mais eux voulaient dire sans aucun développement. Mais on y reviendra. Les terrains sont achetés, mais avant de trop s'élaborer dans le développement, on attend quand même d'avoir les permissions de bord du gouvernement concernant l'exploitation touristique dans cette région reculée en forêt. Ça se fait assez bien, on a 3 ans pour fournir un plan satisfaisant des petites exigences de la région et ajusté aux besoins, et de tout après, on aura le permis de construction de 30 ans. Malgré l'annonce officielle du Florida Project et les quelques 400 millions de dollars investis pour la première phase de développement de Disney World comprenant le Magic Kingdom, on annonce un mois plus tard un projet cette fois-ci de 35 millions de dollars pour un resort ouvert à l'année longue. On n'a pas peur des coûts faramineux étant donné qu'on prévoit 2,5 millions de visiteurs pour la première année, dont 800 000 touristes de l'extérieur de la Californie. Il y avait aussi un petit point embêtant concernant l'accès à Mineral King. Ce qu'on a, c'est une petite route qui ne pourrait pas supporter l'achalandage du tourisme, d'autant plus qu'elle est fermée rendu l'hiver. Donc comment aller faire du ski si on n'a pas accès à la montagne? On a même déjà vu des projets mourir à cause de cette route. En 1948, le Sierra Club avait lui aussi sorti un plan de resort de ski, mais plus petit. Mais la route inadéquate a été le facteur numéro 1 d'abandon du projet. Mais 10 ans plus tard, avec Disney, c'est différent. On reconnaît que Mineral King aura le plus grand potentiel des sports d'hiver partout dans cette chaîne de montagnes de Sierra Nevada. Alors, une demande de construction d'autoroute est déposée suivant exactement le même tracé du chemin en place, même si celui-ci traverse le parc national Sequoia, dont je disais que Mineral King ne fait pas partie. En attendant l'accord de toutes les différentes sphères du gouvernement, les idées émergent de toutes parts et ce qu'on prévoit sera fantastique. Les visiteurs vont découvrir un resort alpin redéfinissant complètement ce que l'industrie offrait avant. Après tout, avec Disney on est habitué, ils ont redéfini l'animation avec la caméra multiplane et ils ont redéfini les parcs d'amusement avec Disneyland. Alors qu'est-ce que c'est? Bien premièrement, on décrit toujours le projet de Mineral King comme un resort de ski, mais ce qu'on veut faire, c'est un resort 4 saisons. Donc l'hiver, oui, on fait du ski ou de la luge, mais l'été, on peut faire des randonnées en forêt, en montagne et tout autre. 22 remontes pentes sont anticipées, dont la plupart seront aussi utilisées dans les moments les plus chauds, à la fois pour avoir une belle vue, effectuer de la randonnée plus en hauteur ou pour les campeurs sauvages alpins. Pour la première fois depuis toujours, la vallée n'aura jamais été aussi facile d'accès. Le resort comprendra tout un village avec le nécessaire pour accommoder les visiteurs. On prévoit une chapelle, un parcours de patins à glace, des boutiques souvenirs, mais aussi d'autres avec de la nourriture et d'autres produits pratiques de la vie de tous les jours, un peu comme dans les nombreux hôtels de Walt Disney World. Aussi, un centre de conférence sera sur place avec un héliport, 2 grands hôtels et une dizaine de restaurants répartis autant dans la vallée qu'au sommet des différentes montagnes. Je vais revenir sur 2 petits trucs, les hôtels et restaurants. Pour les hôtels, la thématique du chalet alpin classique, mais avec une touche moderne, sera inévitablement envisagée, mais en un format gigantesque. Ce qui a été pensé au niveau du style architectural a été copié presque intégralement par l'hôtel Sequoia de Disneyland Paris. Donc en voyant cet hôtel, dites-vous que c'est l'un des rares vestiges du Mineral King Ski Resort de Walt. Et je dis l'un des rares car il y en avait d'autres, et là c'est du côté des restaurants dont je veux vous amener. Je vous ai dit qu'il y aurait eu une dizaine de restaurants, mais l'un d'entre eux, au centre du village, aurait été un souper-spectacle, et plus spécialement, un spectacle d'audio animatronique sur scène.
On veut garder un style plein air avec une représentation de la faune et de la flore du coin, et le restaurant aurait une thématique qui s'approche davantage d'un vieux chalet avec une odeur particulière. C'est alors que le Country Bear Jamboree est né. Bon, il n'avait pas encore de nom à l'époque, mais le principe était le même. Des ours réunis qui jouent de la musique avec des instruments traditionnels et chantent en chœur, le tout dans une vocation comique entre les morceaux, du vrai divertissement à la Disney. Toutes ces installations sont bien belles, mais l'approche de la compagnie est principalement basée sur la nécessité de préserver la beauté naturelle du site. Alors, pas de parc thématique prévu, évidemment. On ne veut pas non plus des centaines de véhicules qui se promènent entre le village et les différents emplacements d'activités de plein air, alors tous devront se stationner dans l'immense parking à l'entrée et un réseau de transport en commun interne amènera les guests à différents points stratégiques. On veut aller même plus loin que ça dans la préservation de la beauté naturelle de Mineral King, car du village, il ne sera pas possible d'apercevoir les 22 remontes-pentes prévues et la zone de service, plus communément appelée backstage, sera strictement souterraine, donc ça revient à dire que des mini-utilidors seront mis en place. Pas trop surprenant car on se rend compte que ceux de Magic Kingdom sont prévus depuis quelques années à l'époque. Nous sommes rendus le 15 décembre 1966 et on apprend la mort de Walt Disney. Officiellement, Mineral King aura été l'un des derniers projets de la grande vision de ce héros légendaire. Chez WED, on est dévasté, mais le Sky Crown de Mineral King ne sera pas abandonné, tout comme Walt Disney World en Floride. On peaufine les plans du resort avec une architecture mélangeant celle des régions alpines de la Suisse et de la Californie, et on envoie le tout au service forestier des États-Unis pour l'approbation, et tout est approuvé rapidement, donc on peut espérer une ouverture dans 4 ans pour la saison de ski en 1973. En cours de route, un problème surgit. L'autoroute se rendant en Mineral King Valley n'est pas encore confirmée puisqu'il traversera un parc national protégé. Mais ça, c'est une question de temps, ce n'est pas le pire. Vous vous souvenez du Sierra Club? Oui, ceux qui voulaient construire leur resort au même endroit moins de 7 ans avant. Eh bien, ils sont devenus contre ce type de projet du jour au lendemain et maintenant ils sont en train de monter une campagne de propagande contre l'activité soi-disant destructive de l'environnement et à trop haute empreinte écologique de Disney. Lorsque leurs moyens de pression sont des autocollants par choc ou encore une manifestation en collaboration avec l'université de Southern California, ce n'est pas si pire encore. Mais lorsque Sierra Club interpelle la cour, c'est plus problématique car maintenant le secrétaire d'intérieur de l'époque devient contre l'autoroute car trop bruyant et polluant pour un parc fédéral protégé. Par contre, on dit qu'un monorail ou un people mover, c'est écologique, donc il n'y aurait pas de problème. Ouais, mais ça coûte cher tout ça, là. Il y avait Walt Disney World qui a coûté 400 millions de dollars au lieu de 70 millions prévus. Le budget est serré, disons. On réduit de moitié l'échelle du projet. Un hôtel, que quelques restaurants et 10 remontes-pentes, et on négocie pour avoir un chemin de fer au lieu du monorail ou people mover. Mais c'est quand même une ligne de 24 km qu'il faut faire et éventuellement opérer, du jamais vu pour la compagnie. Pour le côté écologique et l'effet de grandeur du site, c'est sûr que ça a un effet positif, mais ça reste moins pratique d'utiliser un train. Malgré tous ces efforts par Disney, le Sierra Club continue de se battre contre le projet, par crise de jalousie selon moi. Mais bon, ce qu'ils réussissent à faire, c'est d'influencer le gouvernement à exiger un rapport officiel de l'impact environnemental du projet dans la vallée, et aucun travaux, encore au stade d'études du sol, n'est possible de progresser sans un résultat positif. Mais ce genre d'études se réalise sur une période prolongée, presque 1 an en fait, donc rien n'est possible de progresser avant 1 an. L'équipe Disney s'étonne un peu, et je les comprends, ils décident d'aller voir ailleurs, un autre emplacement, non protégé cette fois-ci, et trouvent le lieu d'Independence Lake, toujours en Californie, mais plus au nord à 365 km de distance, propice aussi au projet. Contre toute attente, en 1978, le Congrès américain retire la région de Mineral King Valley du secteur national forestier et l'annexe au Sequoia National Park, donc plus possible en aucun cas de construire des installations telles que souhaitées par Disney. La bataille de Mineral King est terminée. La version revisitée du Sky Crown avec le chemin de fer et l'échelle réduite du village aurait été un bon compromis entre la conservation de la nature et le développement récréatif et touristique de la région, mais d'ici là, c'était déjà trop tard. Et pour ce qui est de l'emplacement alternatif à l'Independence Lake, on avait beau travailler dessus, on savait très bien que cela n'aurait jamais été aussi beau et parfait que Mineral King Valley. Et alors, on s'abstient de poursuivre le projet. Quelques vestiges sont toujours présents quant au passé de Mineral King Valley dans l'esprit de Disney. L'idée générale d'un resort à grande échelle et en dehors des bordures de leur parc thématique est restée, soit avec le Disney's Hilton Head Island Resort, le Disney's Vero Beach Resort et Aulani. Sinon, comme vestige, on a ceux nommés plus tôt, le Country Bear Jamboree qui s'est vu acheter à Disneyland et à Magic Kingdom,
mais aussi l'architecture du Sequoia Lodge de Disneyland Paris faisant directement référence à Mineral King. Et même, on va encore plus loin que ça dans les vestiges. Disney aime avoir sa touche unique dans la signalisation comme avec ses panneaux violets sur les routes de Walt Disney World au lieu du traditionnel vert. Il voulait faire pareil pour annoncer la difficulté des parcours de ski qui serait encore plus intuitif et facile à comprendre que la norme de l'époque. Et après avoir étudié les réactions des guests de Disneyland sur différentes couleurs et formes qu'on retrouvait dans le parc, on est arrivé au résultat suivant. Un cercle vert pour les circuits faciles, un carré bleu pour le niveau intermédiaire et un losange noir pour les parcours experts. Et croyez-le ou non, mais aujourd'hui, la norme de signalisation de difficulté de parcours de ski, et ce partout en Amérique, reprend la signalisation de Disney que lui-même n'a pas pu utiliser. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce qui pointe en l'air comme les montagnes de Mineral King Valley. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commentez, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais ce que j'aimerais savoir de vous maintenant, c'est que si vous aviez la chance de choisir un emplacement d'un futur resort digne du Sky Crown de Walt Disney ou d'Aulani, où le feriez-vous et quelle thématique vous lui donneriez? Par exemple, moi je verrais très bien un resort de la même grosseur qu'Aulani, mais près de Sydney en Australie, avec une thématique rustique des régions côtières du pays, un peu comme la file d'attente de Crush Coaster au parc Walt Disney Studios et de Seas with Nemo and Friends à Epcot, ou le restaurant Cabana sur le bateau de croisière Disney Magic. En plus, avec l'univers de Nemo, on peut facilement agrémenter la thématique et rendre ça plus Disney. Assez parlé, dites-moi ça et j'ai déjà vraiment hâte de vous revoir dans un futur épisode. Au revoir! That's the highway, that's the best. Get your kicks on you.